Les jeunes pro-Khalifa ont exigé hier des leaders de l'opposition la radicalisation du combat politique. Nous avons pris prétexte de cela pour parler du rôle que doivent jouer les jeunesses dans leur parti. Pour certains, il faut mener des combats idéologiques et pour que les jeunes puissent jouer pleinement leur rôle dans leur parti. La formation à la vie politique s'impose. C'est l'avis de notre confrère Pape Amadou Fall. C'est un dossier signé Awa Diop. Dans un contexte politique assez tendu, les jeunes militants sont aujourd'hui au devant de la scène pour mener les combats de leurs partis respectifs. Mais le rôle des jeunes devrait-il s'arrêter à la contestation? Pour Victor Sadio Diouf, la réponse est non. Pour le président du mouvement des forces d'avenir, la contestation ne doit pas être l'unique responsabilité des jeunes au sein des formations politiques. Souvent, les jeunesses politiques sont les avant-gardistes de toutes les formations politiques. Mais quand même, une jeunesse doit servir des rôles beaucoup plus importants que ça. Une jeunesse que qu'on nous dise vous ne pouvez pas exercer, on vous utilise uniquement pour des questions de contestation, pour des questions de combat. S'il y a des violations flagrantes, là on peut accepter les gens qui sont mécontents se manifestent. À l'Alliance pour la République, on va plus loin et interpelle la conviction idéologique des jeunes. Pour Mme Mariam Babou, le vrai combat des jeunes au sein des partis est un combat de leadership. La jeunesse a toujours été considérée comme une jeunesse bouclier, une jeunesse qui faisait les mobilisations, qui applaudissait et tout. Mais ça doit changer. Penser à une alternance générationnelle et dire que nous devons être une jeunesse force de conviction, mais aussi une jeunesse force de proposition. Aujourd'hui, les tendances veulent que la jeunesse occupe les devants. Mais aujourd'hui, les jeunesses politiques sont-elles assez outillées pour faire face aux enjeux du milieu? Pape Amadou Fall, journaliste politique. La trajectoire militante qui leur est proposée, qui leur est enseignée. Quand ils adhèrent dans un parti politique, ils y adhèrent à quelle fin? Il y a un ensemble de questions que l'on peut se poser concernant aujourd'hui les jeunesses dans les partis politiques. De manière générale, il y a également l'école du parti où la doctrine est enseignée. On comprend quelles sont les philosophies, on comprend quels sont les enjeux, mais il faut des formateurs à cela. Ainsi, les jeunesses politiques sont surtout attendues à mener des combats d'idéologie au sein de leur parti. Mais aujourd'hui, les formations politiques garantissent-elles l'éclosion d'une jeunesse porteuse de progrès et d'idéologie? Pour boucler cette page politique, des accords au sein de l'APR France, l'installation des comités électoraux en est la pomme de discorde entre le coordonnateur du parti au pouvoir dans l'Hexagone, Ahmed Sarr, et Mariama Diallo de l'APR Val d'Oise. La dernière citée souhaite que son département soit érigé en un comité électoral, alors que le coordonnateur du parti soutient que chaque département ne peut pas avoir son propre comité électoral, bien sûr. Paris, Ibrahima Kamara. Tout est parti de la mise en place des comités électoraux de l'Alliance pour la République et ses alliés en Île-de-France. Mariama Diallo s'est présentée comme la présidente du comité de campagne électorale du Val d'Oise. Tous les coordonnateurs du département du Val d'Oise, c'est-à-dire Sarcelles, Argenteuil, Persan-Beaumont et le correspondant de la section de Cergy-Saint-Ouen-l'Aumône étaient présents, ainsi que des responsables de mouvement. Donc je trouve difficile de faire cavalier seul, sachant que c'était toute une équipe qui était ce jour-là présente et qui ont décidé de mettre en place ce comité de campagne de manière consensuelle. Le coordonnateur de l'Alliance pour la République en France, Ahmed Sarr, ne reconnaît pas ce comité et parle de la feuille de route du parti. Nous avons préétabli des règles que nous demandons à tous de les respecter. Ces règles-là, c'est au niveau des comités électoraux que nous avons mis en place. Nous avons donné la feuille de route le samedi à Charonne. Tous ceux qui étaient là ont entendu et ont compris. S'il y a des compléments d'information, on est disposé à les faire. Mais pas pour polémiquer sur qui que ce soit. C'est des règles. Celui qui ne veut pas se conformer à ces règles-là, nous ne pouvons pas l'obliger, mais il partira sans nous. Voilà ce qu'on nous a dit. Mariama Diallo souhaite que son département, qui est le Val d'Oise, soit érigé en comité électoral, alors que le coordonnateur de l'APR mijote une autre méthode. Je trouve fort de coffrage que la DSE dise qu'ils ne reconnaissent pas notre comité. Donc nous allons mettre en place 2 comités électoraux à Paris. Nous ne pouvons pas mettre un comité électoral par département. À quelques semaines des élections présidentielles, les responsables de l'APR en France ont du mal à accorder leur violon en vue de l'élection du 26 février 2019. Paris, Ibrahima Kamara, iRadio. Midi 11 minutes, vous suivez le journal sur iRadio. iRadio, les infos d'ici et d'ailleurs.
Le Sénégal s'achemine vers la suppression de la taxe sur l'oignon et la pomme de terre en provenance des pays membres de l'UEMOA. C'est sur demande d'ailleurs de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Une bonne mesure d'après les experts qui estiment que cela pourrait redynamiser l'intégration économique des 8 pays membres de l'Union. Seulement, ces experts préconisent des stratégies d'accompagnement pour que les producteurs locaux ne soient pas lésés. Oumou Kalsoumba. Pour une évolution positive dans la mise en œuvre de politiques commerciales dans la zone UEMOA, l'État du Sénégal envisage de supprimer la taxe sur l'oignon et la pomme de terre en provenance de cette région. Mieux, cette mesure va accentuer l'intégration économique, d'après Ibrahima Gueye, économiste. Ça peut être une bonne mesure, dans la mesure où on a en ligne de mire la création d'une monnaie CEDEAO. Et au niveau de l'UEMOA, il faudrait que la sous-région soit forte pour aller vers la région CEDEAO. Cela entre dans le cadre de cette logique-là, de faire de sorte que les relations entre les pays de l'UEMOA soient plus huilées et que cette zone puisse devenir une zone homogène. Et pour les producteurs locaux, cette initiative ne va-t-elle pas favoriser une concurrence déloyale? Il y a un certain dosage qu'il faut dans l'application de la mesure pour faire de sorte que les producteurs s'y retrouvent, en fait les accompagner dans le conditionnement pour faire de sorte que leurs produits soient attractifs et faire de sorte aussi qu'au niveau des financements qu'ils obtiennent, que les coûts de revient donc soient quand même réduits pour leur permettre eux, ils puissent compétir avec leurs homologues de la sous-région. Pour rappel, en janvier 2018, le comité de pilotage des producteurs locaux d'oignons et de pommes de terre avait gelé les importations de ces produits. La mesure avait pour objectif de permettre aux acteurs nationaux d'écouler leur production, une stratégie qui avait fait ses effets. Dans le domaine des transports, 48 heures après la réception du train express régional, les ouvriers se remettent au travail. Pour eux, le chantier reste énorme et il faudra encore travailler durant de longs mois. Quant aux riverains, ils estiment que le gouvernement est allé très vite en besogne. Voici le reportage de Falundong. C'est une course contre la montre ici à la gare de Dakar. Les ouvriers continuent le travail 48 heures après la réception du TER. Oui, nous continuons à finir le boulot comme on l'avait commencé. Parce qu'actuellement, il y a pas mal de travaux à faire. Bon, comme actuellement, tu nous as trouvé de faire des implantations en implante. On a pas mal de choses à faire, quoi. On sera là, Inch'Allah, dans 2 ou 3 mois, Inch'Allah. Tu as vu actuellement, on est en train de faire des implantations pour les bordures. On n'a pas encore fini les bordures. Le train express régional réceptionné, des travaux qui continuent ici à la gare de Dakar et les riverains d'annonce. Donc on a vu que le TER a été inauguré, mais on a constaté que c'est assez prématuré, d'autant plus que les travaux ne sont pas encore achevés. On a vu qu'on a tout précipité pour juste faire une inauguration. Donc c'était plus préférable qu'on attende que les travaux se terminent jusqu'à ce que les citoyens puissent utiliser le TER. Et là, on pourra l'inaugurer, mais puisqu'on va trop vite en besogne, à mon avis, ce n'était pas nécessaire et ça porte préjudice quand même à l'ordre public, à la circulation. Le train express régional a été réceptionné le lundi 14 janvier 2019 et le premier trajet Diamniadio-Dakar a été effectué par le chef de l'État Macky Sall le même jour. Inauguration du pont de Farafenni, c'est dans 5 jours, samedi prochain exactement. En prélude à l'événement, la mairie de Ziguinchor a envoyé en Gambie une délégation qui a effectué une visite de chantier. Les travaux sont au stade de finition. Mohamed Kandji. Au-delà du renforcement de la coopération entre la commune de Ziguinchor et celle gambienne, la délégation de la mairie de Ziguinchor de la localité a visité le pont de Farafenni dont les travaux sont presque achevés. Seydou Sané est le premier adjoint au maire de Ziguinchor. La région de Ziguinchor, de Casamance, j'allais dire, naturelle, est la région la plus grande bénéficiaire de ça. Des années, nous avons trop souffert pour la traverser et aujourd'hui, nous avons l'espoir de voir ce passé douloureux être derrière nous.
Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons été rencontrer le gouverneur de Rive-Los, de l'autre côté de la rive, Madame Fatou Touré, qui nous a bien reçus. La construction de ce pont est une très bonne chose pour les populations de la Casamance. L'adjoint au maire de Ziguinchor exprime toute sa satisfaction après avoir vu l'ouvrage. Vraiment un sentiment de satisfaction, sincèrement, parce que c'était pénible par moment faire 10 heures de temps, 7 heures de temps, 6 heures de temps au bas sous le soleil en attendant la traversée, par moment même passer la nuit. Alors aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté, un sentiment d'autonomie, parce qu'on se dit maintenant avec le pont, il n'y a que de vieux souvenirs qui vont rester. Nous sommes en train de nous mobiliser aussi au niveau de Ziguinchor pour donner un caractère populaire à cette fête-là que les deux présidents vont organiser le 21 janvier. Ainsi, cette visite de la délégation de la mairie de Ziguinchor en Gambie prépare l'inauguration du pont de Farafenni, mais également la conférence internationale entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, prévue en mars prochain à Banjul. L'actualité internationale sur e-Radio. Bien installé, Bokar Alpha Khan, bonjour. Antoine Diouf, bonjour. Laurent Gbagbo n'est pas encore libre malgré son acquittement. Le procureur a fait appel ce matin. Un recours qui suspend la décision du juge de la CPI. Oui, on peut même dire qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Le bureau du procureur a déposé une demande d'appel de la décision d'acquittement donc de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Le procureur demande également que les deux hommes restent en détention le temps que la Cour examine l'appel. En réalité, le procureur estime que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourraient fuir, d'autant que leur libération pourrait aussi déstabiliser la Côte d'Ivoire. Les avocats de Laurent Gbagbo ont répondu au procureur au cours de l'audience. Ils estiment que leur client a été reconnu innocent et doit donc être libéré. Point. Les avocats trouvent par ailleurs insensé de penser que Laurent Gbagbo veuille se soustraire à la justice. En Mauritanie, le président Abdelaziz ne veut plus entendre parler d'un troisième mandat. Alors, le président mauritanien est un tantinet agacé. Désormais, les appels à un troisième mandat en faveur du président mauritanien sont interdits. Il a envoyé un communiqué à Nouakchott hier, alors qu'il est en visite aux Émirats arabes unis. Et dans ce communiqué rendu public, donc, le chef de l'État mauritanien demande à mettre fin à toutes les initiatives relatives à la révision des articles 26, 28 et 99 de la Constitution. Respectivement, ces articles précisent que le président de la République est élu pour 5 ans et rééligible une seule fois. Dans le communiqué, Mohamed Ould Abdelaziz rappelle sa position constante qui est de respecter la constitution du pays et son rejet de tout amendement constitutionnel portant atteinte aux articles que je viens de citer. Le chef de l'État mauritanien intervient après une initiative du groupe parlementaire du parti au pouvoir Union pour la République, l'UPR, qui appelle à modifier les articles de la Constitution fixant le nombre et la durée des mandats présidentiels. Sa proposition a été rejetée par plusieurs députés et récemment, des initiatives régionales ont été mises en place pour demander à Mohamed Ould Abdelaziz de briguer un troisième mandat. Avec ce communiqué, Mohamed Ould Abdelaziz donc siffle la fin de la récréation. Rentré du Maroc où il était en convalescence avec un AVC. Après, un AVC, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a finalement assisté à la cérémonie de prestation de serment de nouveau ministre. Il y a assisté en disant 2 phrases et assis sur un fauteuil roulant. Je déclare ouvert la cérémonie de prestation de serment et je déclare close la cérémonie donc de prestation de serment. Donc c'est un peu court comme déclaration pour cette cérémonie. Et tous les 38 membres de la nouvelle équipe gouvernementale ont juré de se mettre au service de la nation devant donc le président gabonais. En convalescence à Rabat au Maroc depuis plus d'1 mois suite à un accident vasculaire cérébral qu'il avait paralysé en octobre dernier à Riyad, Ali Bongo Ondimba est rentré lundi dans son pays, soit 1 semaine après la tentative de putsch perpétrée par des éléments de la garde républicaine qui dénonçaient l'instrumentalisation du chef de l'État. La cérémonie de prestation pourrait ainsi dissiper toutes les interrogations, voire les doutes quant à la capacité du dirigeant gabonais de gérer son pays. Il lui faudra certainement quelques mois pour recouvrer la plénitude de ses aptitudes physiques. Le Conseil des ministres, d'ailleurs, qui était prévu après la prestation de serment, a été annulé. Aucune explication n'a été fournie par les autorités. La presse, quant à elle, n'a pas été autorisée à accéder dans la salle et la réunion n'a pas été retransmise en direct sur la chaîne publique. Reste aussi à savoir si ce retour marque la fin de l'indisponibilité temporaire évoquée par le gouvernement gabonais pour éluder la question de la vacance de pouvoir. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Merci Antoine. Le journal des sports de e-Radio.
Le journal des sports présenté par Seydina Abagay. Bonjour. Bonjour Antoine. Lutte avec frappe, Balla Gaye 2 modulo sanctionné financièrement par le CNG. Effectivement Antoine, une coupe à la source d'un montant total de 3 110 000 francs CFA. Balla Gaye 2 perd ainsi 1 560 000 sur son reliquat et modulo 1 550 000. Outre l'assurance de 400 000 francs qu'ils ont chacun payé, les deux lutteurs ont été sanctionnés pour surplus d'accompagnateurs et dépassement du temps imparti pour la préparation mystique. Cependant, Antoine, il faut souligner que ces amendes sont moins salées que celles qui étaient en vigueur lors des précédentes saisons. Le pourcentage des sanctions sur les reliquats est passé de 15 à 10%, une mesure prise à la suite des concertations nationales sur la lutte. Restons avec la lutte pour parler de la neutralité des promoteurs, mais aussi des cachets qu'ils déclarent au CNG. Effectivement, la question est partie de Aziz Ndiaye en déclarant avoir mis plus de 200 millions pour organiser le combat Balla Gaye 2 modulo. Le promoteur a remis au goût du jour la question de la neutralité de ses pairs et celle des cachets réels des lutteurs, des questions auxquelles l'autre promoteur Aziz Ndiaye essaie d'apporter des réponses. Les détails avec Aïssata Ndiaye. Aziz Ndiaye avec Balla Gaye 2, Prince avec Modulo, les promoteurs de lutte ont souvent des affinités avec certains lutteurs. Des affinités qu'ils assument même s'ils organisent le combat. Et selon Hassan Ndiaye, promoteur de lutte, c'est tout à fait normal, mais il faut que ça soit dans la discrétion. Nous ne sommes que des êtres humains, avec un cœur. Le promoteur peut bien avoir un favori, mais ce n'est pas normal qu'il le fasse de manière flagrante. Il doit être discret parce qu'il organise et les deux camps participent. Donc, même si au fond de lui, il a une préférence, il ne doit pas le montrer. Et concernant la différence entre les cachets officiels et les cachets déclarés publiquement, le patron de Bawol Production estime que ce sont les sponsors qui l'imposent parfois. Il arrive qu'on le fasse car c'est les sponsors qui le souhaitent. Il y a un cachet sponsor qui ne fait pas partie du CNG. Tu peux le déclarer si tu veux, mais il y a des sponsors avec lesquels tu conclus des contrats d'1 an. Par exemple, ils peuvent dire 200 millions, mais ils ne te donneront qu'à la fin de l'année. Donc, si tu le déclares au CNG, tu vas le verser, car au CNG, tout ce que tu y déclares, tu le verses. Lutteurs et promoteurs de lutte sont souvent critiqués pour leurs amitiés affichées. Certains lutteurs se plaignent, demandent au CNG d'intervenir. Le CNG appelé aussi à régler le problème des cachets des lutteurs et des sommes que les promoteurs déclarent. Un problème de cachet qui a impacté sur le recouvrement fiscal. Et oui Antoine, et pour y remédier, Ousmane Kamara, conseiller juridique et fiscal, estime que les lutteurs doivent être sensibilisés sur l'utilité des impôts. Pour lui, les autorités doivent faire le nécessaire pour que tous les acteurs de la lutte soient conscients de l'impact des impôts sur la vie des populations. Ousmane Kamara, que nous écoutons au téléphone avec iRadio. Je pense qu'il faut tout d'abord préciser que le lutteur est un contribuable comme tous les autres. À ce titre, il doit contribuer à la couverture des charges publiques. Il doit déclarer et payer ses impôts sur l'ensemble de ses revenus, c'est-à-dire les revenus qu'il gagne en tant que lutteur, mais également les revenus qu'il gagne à l'occasion de ses autres activités. Maintenant, pour l'imposition des lutteurs, je pense qu'il appartient à l'administration fiscale de développer une stratégie en sensibilisant d'abord, en faisant comprendre aux lutteurs qui sont des contribuables et à ce titre, ils doivent participer à la couverture des charges publiques. Et lorsqu'on parle de couverture des charges publiques, ce sont les hôpitaux, ce sont les écoles, ce sont les routes, ce sont tous les services sociaux de base qui doivent être mis à la disposition des populations et auxquels les lutteurs, en tant que contribuables, doivent également participer sur les revenus qu'ils gagnent. Donc, je pense qu'à ce niveau, c'est à l'administration fiscale de développer une stratégie pour imposer les lutteurs. Les sports en plus bref. Deux informations principales. La première, la Supercoupe d'Italie qui se joue cet après-midi à Jeddah en Arabie Saoudite entre la Juventus de Turin, leader invaincu du championnat italien, et le Milan AC. Plus de 60 000 spectateurs sont attendus pour ce match qui se tient une nouvelle fois hors du territoire italien. En 2016, il s'était joué au Qatar. En Angleterre, après plus de 20 ans de carrière, Petr Cech va raccrocher les gants à la fin de la saison. Il a fait l'annonce hier soir. Le gardien de but tchèque va mettre fin à sa carrière à 36 ans. Actuellement en poste à Arsenal, il a décidé de laisser la place aux jeunes. Une place qu'on vous laisse, Antoine, pour la suite du Midi Game. Merci Seydina Abagay pour cette page des sports. L'info en continu sur www.imedia.sn.
Le canari est en voie de disparition au Sénégal, en tout cas en ville. Le canari, un patrimoine culturel jadis très présent dans nos foyers inconnus des jeunes générations. À la place du canari, l'on a fini de mettre un réfrigérateur. Le sujet est signé Amina Tandong. Adama et Fat Bintou font partie des rares de leur génération qui connaissent le canari, un récipient traditionnel en terre. Sa porosité permet à l'eau de garder toute sa fraîcheur. Le canari est un instrument traditionnel. Avant, on l'utilisait beaucoup parce qu'avec le canari, on n'a pas besoin de réfrigérateur. L'eau est tout le temps fraîche et c'était hygiénique. C'est vraiment très utile. Son aspect traditionnel n'est plus à démontrer. Au-delà de sa fonction alimentaire, le canari a également une fonction mystique. Pour la dentition de l'enfant également, c'est très efficace. Il suffit juste de prendre du mil, le mettre sur le canari pendant quelques temps et après prendre le mil et le sable, mettre ça comme une amulette pour l'enfant. C'est très efficace, l'enfant n'aura plus aucun souci pour la dentition. Hormis la facette traditionnelle, le canari servait jadis à éduquer et redresser les jeunes. La légende dit que si un enfant faute, il faut l'attendre près du canari. C'est exact, cela veut dire que tôt ou tard, l'enfant va venir boire de l'eau et il va trouver une grande personne et c'est une occasion pour le redresser. Que ce soit sa fonction alimentaire ou pour les soins du nouveau-né, le canari, jadis visible dans presque toutes les concessions, commence à disparaître. Conséquence, la jeune génération ne connaît pas son utilité. La suite du journal, c'est dans un instant. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour est passée en revue par Ousmane Gueye. Et si Khalifa Abubakar Sall prenait part à la prochaine présidentielle, en tous les cas, ses chances restent plus que jamais intactes selon la Tribune. Le journal informe que les avocats de l'ex-maire de Dakar ont déposé une requête pour faire annuler l'arrêt de la Cour suprême sur lequel s'est fondé le Conseil constitutionnel. On n'aura pas besoin de recourir au lexique des termes juridiques pour comprendre qu'avec les textes actuels, si la Cour suprême ne se prononce pas d'ici au 20 janvier, rien ne devra s'opposer à ce que la candidature du socialiste croit savoir la Tribune. Dans Enquête, on retrouve un Khalifa Abubakar Sall offensif, très offensif même, avec cet assaut sur le procureur général de la Cour suprême et celui de la Cour d'appel. Tous deux n'ont aucune qualité pour s'immiscer dans l'élection du 24 février. En clair, explique le candidat de Tahaou Sénégal à Khalifa Abubakar Sall, les deux parquetiers n'ont aucun droit de contestation d'une candidature, un tel privilège n'étant réservé qu'aux candidats. Autre contre-argument avancé, les 7 sages ne doivent pas méconnaître le fondement et la portée du caractère suspensif des recours en matière pénale. Le rabat d'arrêt est au cœur de ce recours, comme le relève Sud Quotidien. Le rabat d'arrêt dont Khalifa Abubakar Sall dit qu'il se réserve le droit de l'exercer à tout moment, mais dans le délai prévu par la loi. Le Conseil constitutionnel de connivence avec le pouvoir aux yeux de l'opposition, le collectif des 25 se dit prêt au sacrifice nécessaire pour que le Sénégal recouvre sa plénitude démocratique. Des échos de la conférence de presse d'hier à la page 7 de l'AS. Les opposants à Macky Sall, qui continuent également de récuser Ali Ngouille Ndiaye, demandent aux différents responsables partout dans le pays et dans la diaspora de se retrouver sans tarder pour faire partir pacifiquement Macky Sall du palais de la République. Mais les jeunes l'ont-ils compris comme ça? Ils ont investi de nouveau la rue avec des pierres et des pneus en flammes. Les images sont à la une de Vox Populi. Vox Populi selon qui la jeunesse de l'opposition en a finalement assez des réunions et conférences de salon. Seulement, le ministre de l'Intérieur prévient dans l'AS que force restera à la loi. Le premier flic du pays à la page 6 du journal, son patron Macky Sall est à la 8e pour des nouvelles du pool d'avocats qu'il avait commis en prévision de possibles contentieux électoraux. Les contentieux, nous y sommes justement, et les conseils présidentiels se sont fendus d'un communiqué pour, disent-ils, apprécier à sa juste valeur la décision rendue par le Conseil constitutionnel relative à la publication de la liste provisoire des candidats pour la présidentielle. Se félicitant de l'introduction du parrainage pour barrer la route aux candidats illégitimes mus par la déstabilisation du pays, j'ai fini de citer les avocats de Macky Sall s'en sont pris, vous souvenez-vous, aux 5 universitaires qui avaient écrit aux 7 sages sur le cas Karim Meïssa Wade. Les avocats du chef de l'État
parle de soi-disant experts juristes français et sénégalais qui méconnaissent totalement les règles qui régissent le processus électoral au Sénégal jusqu'aux conditions de saisine du Conseil constitutionnel. Et pendant ce temps, des nouvelles de Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, occupe la une de Libération. À la place de l'homme souriant, offensif et provocateur, les confrères donnent plutôt à voir un candidat à la présidentielle 2019 tête baissée, la main sur le menton, visiblement pensif. Une photo d'illustration pour coller sûrement à cet enregistrement dévastateur dont fait état Libération. D'après les confrères, lors de la réunion de travail entre Ousmane Sonko et les héritiers du TF 1451, un téléphone portable a manifestement tourné, là aussi les guillemets, pendant 2 heures, 2 minutes et 7 secondes. Libé en conclut que la thèse d'une collusion soutenue par le journaliste Madiambal Diagne, collusion entre l'ex-inspecteur des impôts et domaines, son cabinet et les héritiers du TF 1451R, tient bien la route. Libération informe avoir donc mis la main sur l'enregistrement que détiendrait le patron d'Avenir Communication. Enregistrement dont l'authenticité, écrit le journal à sa page 5, ne souffre d'aucun doute. Dans Sunulamb, le directeur général de Hockey Africa TV, Moustapha Diop, détaille les raisons qui l'ont amené à ficeler le choc modulo Eumeu Sène. Pas suffisant pour convaincre Mbaye Guèye, premier tigre de Fass pour qui ce serait suicidaire pour l'enfant des Parcelles Assainies de prendre Eumeu Sène. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Ziguinchor, un agent des eaux et forêts, a frôlé la mort cette nuit. Il a été atteint par balle par des individus armés. C'était lors d'une patrouille dans la forêt de Bissine. Affaire Oxfam, Ousmane Sonko, très agité ces derniers temps. L'ONG apporte des précisions sur sa collaboration avec le leader de PASTEF avec qui elle a eu à travailler en sa qualité de consultant. Amsatou Sow Sidibé se lave à grande eau. C'est sur l'affaire de la clé USB qui contenait des virus remise au Conseil constitutionnel. La patronne de Carlenen rejette toute volonté de sabotage du système mis en place. Les jeunesses politiques dans les combats d'avant-gardistes, leur rôle dans leur parti, c'était le dossier politique de ce midi 15. Suppression prochaine de la taxe sur l'oignon et la pomme de terre qui proviennent des pays de l'IOMOA. Des spécialistes en la matière estiment que c'est une bonne mesure, mais ils préconisent des stratégies d'accompagnement des producteurs locaux. Actualité internationale, acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. Le bureau du procureur de la CPI annonce ce matin qu'il va faire appel. Et puis en sport, le soutien de Aziz Ndiaye à Balagaï 2 dans son combat face à Modulo remet au devant de la scène la question de la neutralité des promoteurs de lutte. C'était un sujet de la page des sports. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insasek, réalisation Mohamed Kandji, Kolo était à la vidéo, merci. Salim To, 219, Dialgati Khibar, je vous laisse déguster sur iRadio. Excellent après-midi à toutes et à tous. Lam ya gumor daya